Bonjour et bienvenue sur Sorbocrate. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau cycle consacré à la logique de Port-Royal, c'est-à-dire la logique ou l'art de penser d'Antoine Arnauld et Pierre Nicole. C'est un texte majeur du XVIIe siècle, à la fois manuel de logique, traité de méthode, réflexion sur le jugement, et même par endroits, méditation morale sur les causes de l'erreur humaine. Dit très simplement, Arnauld et Nicole ne veulent pas seulement nous apprendre à faire des syllogismes corrects, ils veulent nous apprendre à bien penser, c'est-à-dire à conduire notre esprit de telle sorte qu'il sache distinguer le vrai du faux, éviter les illusions, se défier des apparences et ordonner ses pensées avec justesse. Dans cet épisode, on va s'arrêter sur l'avis, le premier discours, où les auteurs exposent le dessin de cette nouvelle logique, mais aussi le second discours, où ils répondent aux objections qu'on a faites à leur ouvrage. Ce qui apparaît tout de suite, c'est que la logique de Port-Royal ne se présente pas comme une simple technique scolaire. Elle se donne une ambition beaucoup plus large, réformer le jugement humain. Les auteurs partent d'un constat très fort. La plupart des erreurs des hommes ne viennent pas des raisonnements compliqués, mais des jugements faux, de précipitation, de confusion, de manque d'attention. La vraie logique doit donc être moins un art de la dispute qu'un art de la vigilance de l'esprit. L'ouvrage, nous disent Arnauld et Nicole, n'est pas né d'un projet monumental mûri pendant des années. Il est né presque par hasard, à l'occasion d'un défi, résumer en peu de temps tout ce qu'il y avait d'utile dans la logique pour l'instruction d'un jeune seigneur particulièrement doué. Au départ, il s'agissait donc d'un abrégé pratique, rédigé rapidement dans une visée pédagogique. Mais au fur et à mesure de l'écriture, l'entreprise change d'échelle. Des réflexions nouvelles s'ajoutent. Le simple précis se développe, et le livre devient un véritable traité. Ce point est important parce qu'il annonce déjà le style de Port-Royal. Nous ne sommes pas dans la logique comme pure répétition scolaire d'un savoir figé. Le livre se forme en pensant, en reformulant, en enrichissant son propre projet. Il se présente donc comme une logique vivante née d'un usage concret, d'un besoin de clarification et non d'une volonté de reproduire mécaniquement la tradition. Le premier discours commence par une affirmation très forte. Rien n'est plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai et du faux. Toutes les autres qualités d'esprit ont un usage limité. La rectitude du jugement, elle, sert partout. Elle est utile dans les sciences, bien sûr, mais aussi dans la conversation, dans les affaires, dans la vie civile, dans l'action morale. Là où il faut choisir entre plusieurs voies possibles, les unes vraies, les autres fausses, c'est elle qui décide. Il faut bien entendre la hiérarchie implicite posée ici. Pour Arnauld et Nicole, le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais d'avoir l'esprit juste. Il renverse ainsi une valorisation spontanée de l'érudition. On se sert d'ordinaire de la raison pour acquérir les sciences. Eux soutiennent qu'il faudrait plutôt se servir des sciences pour perfectionner la raison. En d'autres termes, l'étude n'a d'abord pas pour fin d'entasser des contenus, mais de former un jugement plus exact. Cette thèse donne au livre sa tonalité morale autant qu'intellectuelle. La logique n'est pas pensée comme un appendice scolaire réservé aux philosophes, elle devient l'art le plus universel parce qu'elle travaille sur la faculté même dont dépend tout le reste, la capacité de juger correctement. À partir de là, les auteurs formulent une critique assez sévère des sciences spéculatives lorsqu'on les poursuit pour elles-mêmes. La géométrie, l'astronomie, la physique peuvent certes être vraies et rigoureuses, mais si elles ne servent pas à former le jugement, elles risquent de devenir un amusement vain. Elles peuvent même nourrir une vanité stérile. On se glorifie de savoir des choses subtiles, mais ce savoir ne rend pas l'esprit plus droit, plus équitable, plus prudent. Le propos peut paraître excessif, mais il faut le comprendre dans sa logique. Arnauld et Nicole ne méprisent pas la science en tant que telle. Ils contestent l'idée selon laquelle la valeur suprême de l'étude résiderait dans le savoir spécialisé. Mesurer des lignes, examiner des rapports d'angle, analyser les mouvements de la matière. Tout cela est légitime mais secondaire, si cela ne contribue pas à l'art le plus important qui est celui de bien juger. L'homme n'est pas fait, disent-ils, en substance pour consumer sa vie en spéculation indéfinie sur des objets étroits. Il est fait pour agir, parler, décider, conseiller, conduire sa vie et ses rapports aux autres avec justice. La vraie finalité de l'étude est donc pratique au sens noble, elle concerne la conduite de l'esprit dans la vie tout entière. Ce qui justifie cette priorité du jugement, c'est la rareté de l'esprit juste. Arnauld et Nicole dressent alors un portrait très vif de ce qu'ils appellent les esprits faux. Ce sont ceux qui prennent les choses de travers, se paient de mauvaises raisons, se laissent emporter par la moindre apparence,
tombe toujours dans les extrêmes, s'attache par hasard à quelques vérités sans vraie lumière, ou au contraire s'y cramponne avec opiniâtreté sans écouter ce qui pourrait les corriger. La cible ici n'est pas seulement l'ignorance, mais une certaine structure du mauvais jugement. L'esprit faux n'est pas d'abord celui qui ne sait pas, c'est celui qui juge mal. Il décide sur ce qu'il ignore, confond l'assurance avec la vérité, prend le ton pour la preuve, l'aisance de la parole pour la solidité, la gravité de la voix pour l'autorité de la pensée. Autrement dit, Arnaud et Nicole montrent déjà que l'erreur est souvent sociale et psychologique avant d'être simplement logique. Nous nous laissons impressionner par des signes extérieurs, des postures, des manières de dire. L'exemple de l'astrologie judiciaire joue ici un rôle assez parlant. Les auteurs exhibent des raisonnements manifestement absurdes pour montrer qu'il se trouve toujours des esprits capables d'y adhérer. Une constellation arbitrairement nommée Balance devient le signe de la justice. Des animaux du zodiaque deviennent le fondement de prescriptions médicales ridicules. Le but n'est pas seulement de ridiculiser l'astrologie, il est de montrer combien l'esprit humain est enclin à confondre ressemblance verbale, symbolisme imaginaire et vérité rationnelle. Et cette fausseté d'esprit n'est pas un défaut théorique sans conséquence. Elle produit des erreurs dans les sciences, mais aussi des querelles injustes, des procès mal fondés, des conseils téméraires, des entreprises mal concertées. En ce sens, la logique touche immédiatement à l'existence morale et civile. Arnaud et Nicole reconnaissent qu'il existe une inégalité naturelle entre les esprits. Certains ont moins de portée, moins de lumière, moins de capacité. Mais ils insistent aussitôt sur un point plus important. Beaucoup d'erreurs ne viennent pas d'un manque d'intelligence natif, mais de la précipitation et du défaut d'attention. Voilà sans doute l'idée centrale du premier discours. Nous nous trompons souvent non parce que la vérité serait inaccessible, mais parce que nous ne prenons pas la peine d'examiner avec assez de soin ce que nous pensons. Nous admettons des discours tout faits, des maximes reçues, des opinions non vérifiées, nous laissons entrer dans notre mémoire des propositions obscures ou fausses, puis nous raisonnons à partir d'elles comme si elles étaient claires. Nous voulons décider avant d'avoir compris. Nous préférons parler au hasard plutôt que d'avouer notre ignorance. La vanité joue ici un rôle décisif. Ce n'est pas seulement l'orgueil de celui qui veut avoir raison, c'est aussi la honte mal placée qui empêche de dire « je me trompe » ou « je n'en sais rien ». On voit bien le lien avec toute l'éthique de Port-Royal. Le mauvais usage de l'esprit tient à une corruption du rapport à soi. L'erreur n'est pas purement cognitive, elle est aussi morale. L'une des analyses fines du discours consiste à montrer que la crédulité et le scepticisme radical sont deux défauts opposés en apparence mais issus d'une même négligence. Les uns croient trop vite ce qui est obscur, les autres doutent même si cela est clair. Mais dans les deux cas, le problème est le même. On refuse l'effort exact d'attention qu'exige le discernement du vrai. Cette critique du pyrrhonisme est très importante. Arnaud et Nicole admettent qu'il existe des choses obscures et incertaines, mais ils refusent que cela conduise à soutenir qu'il n'y a rien de certain. Selon eux, la vraie raison place chaque chose à son rang. Elle doute de ce qui est douteux, rejette ce qui est faux et reconnaît ce qui est évident. Le sceptique universel commet donc une faute symétrique de celle du crédule. Il transforme en système son refus de travailler à voir le vrai. Le passage sur Montaigne est particulièrement révélateur. Les auteurs cherchent à montrer que même celui qui soutient le doute universel ne peut s'empêcher, dans sa langue même, de réintroduire des degrés de vraisemblance. Cela signifie que l'esprit humain, malgré les professions sceptiques, reste orienté vers des évidences et des hiérarchies de certitude. Le pyrrhonisme est alors moins une position réellement vécue qu'une posture verbale, parfois même un mensonge à soi-même, souvent commode pour justifier l'indifférence religieuse ou morale. Le remède principal à ces deux dérèglements est donc l'attention. C'est sans doute le mot décisif du premier discours. L'esprit n'a pas besoin d'un signe extérieur pour reconnaître la vérité comme on aurait besoin d'un signalement pour reconnaître un fugitif. Il lui suffit, lorsqu'il est bien disposé, d'être saisi par la clarté propre du vrai. La vérité se reconnaît par la lumière qui l'environne et force l'assentiment de l'esprit attentif. Il y a là une théorie forte de l'évidence. Arnaud et Nicole ne disent pas que toute vérité est immédiatement donnée, ils savent qu'il faut parfois un examen long et difficile. Mais ils soutiennent que la vérité n'est pas en elle-même privée de marque, sa marque propre et sa clarté, pourvu que l'esprit fasse l'effort requis. Ainsi, l'attention n'est pas simplement une vertu psychologique, elle est la condition de possibilité même d'un rapport juste au vrai. À partir de là, le besoin d'une logique devient intelligible.
Si l'esprit peut être trompé par de fausses lueurs, s'il doit parfois traverser des examens longs et difficiles, alors il est utile d'avoir des règles pour le construire plus sûrement. Ces règles ne sont pas impossibles puisque nous raisonnons parfois bien, parfois mal, et que nous pouvons réfléchir sur nos propres opérations pour distinguer la bonne méthode de la cause de l'erreur. La logique naît donc d'une réflexion de l'esprit sur lui-même. Elle ne crée pas les opérations mentales, elle explicite les conditions de leur bon usage. Les auteurs prennent ici leur distance avec les promesses excessives des logiciens traditionnels, qui présentent parfois la logique comme une machine infaillible à produire la vérité. L'expérience montre bien que ceux qui enseignent la logique ne sont pas pour autant exempts d'erreurs. Il faut donc se méfier des prétentions démesurées. Malgré cela, il serait injuste de rejeter en bloc ce qu'il y a de bon dans la logique. Le projet du livre est précisément d'en extraire ce qui sert réellement à former le jugement. C'est ici que Port-Royal se distingue le plus nettement des logiques scolaires. Les auteurs reconnaissent l'utilité des règles portant sur les bons et mauvais raisonnements, mais ils jugent que cette utilité reste en réalité limitée. Pourquoi ? Parce que la plupart des erreurs humaines ne viennent pas d'inférences techniquement fautives, mais de faux jugements premiers. Ce n'est pas tant la conséquence qui est défectueuse que le point de départ. Autrement dit, on peut très bien raisonner correctement à partir d'une idée confuse, d'une distinction mal posée, d'un préjugé accepté sans examen. Dans ce cas, le raisonnement sera formellement cohérent, mais matériellement faux. La tâche essentielle de la logique devient alors de soigner l'amont du raisonnement. La formation des idées, la netteté des notions, la prudence du jugement, la capacité à suspendre l'assentiment. C'est pourquoi les nouvelles réflexions de cet ouvrage occupent une place centrale. Elles visent moins à perfectionner une mécanique syllogistique qu'à former une intelligence plus lucide d'elle-même. Arnaud et Nicole reconnaissent ensuite leurs dettes. Certaines réflexions viennent d'un célèbre philosophe du siècle, Descartes bien sûr, même s'il n'est pas nommé ici, dont ils admirent la netteté d'esprit. D'autres viennent d'un écrit inédit de Pascal, de l'esprit géométrique, notamment la distinction entre définition de nom et définition de choses, ainsi que certaines règles de méthode. Les auteurs expliquent ensuite ce qu'ils conservent des logiques ordinaires. Les figures du syllogisme, les divisions des termes et des idées, certaines analyses de propositions. Ainsi, le premier discours s'achève sur une remarque de méthode. Les auteurs ne suivent pas toujours un ordre parfaitement rigoureux, et ils l'assument. Ils ont parfois déplacé certaines matières pour les rendre plus utiles au lecteur. Le principe directeur n'est pas l'élégance architectonique abstraite, mais le profit concret de l'apprentissage. C'est une manière très caractéristique de penser la méthode, non comme pure symétrie formelle, mais comme une disposition intelligente de la matière en vue de former l'esprit. La logique est donc déjà, en un sens, un art pédagogique. Le second discours s'ouvre sur une réflexion très sobre et très moderne. Publier un livre, c'est accepter d'avoir autant de juges que de lecteurs. Cette condition n'a rien d'injuste. Une fois rendu public, l'ouvrage cesse d'appartenir pleinement à son auteur. Il devient exposé au jugement commun. Le seul droit que l'auteur puisse légitimement se réserver, c'est celui de corriger ce qu'il y a de défectueux. Cette entrée en matière est importante parce qu'elle donne le ton de toute sa défense. Arnaud et Nicole ne se présentent pas comme des auteurs offensés par la critique. Ils reconnaissent que les remarques des lecteurs peuvent être utiles, même lorsqu'elles ne sont pas entièrement justes. Une objection peut ne pas nous convaincre quant au fond, tout en nous apprenant qu'un passage n'est pas proportionné à l'esprit des lecteurs visés. Il faut alors parfois corriger, non pas parce qu'on reconnaît en faute, mais parce qu'on cherche une meilleure adéquation. On retrouve ici une idée de prudence intellectuelle, tenir compte de la réception sans abandonner la vérité. Les auteurs expliquent ensuite qu'ils ont effectivement corrigé, retranché et ajouté diverses choses dans la seconde édition, notamment sur la langue. Ils montrent ainsi qu'un livre n'est pas un bloc immobile, mais un travail perfectible. Ils auraient même souhaité que les premières éditions soient tenues pour des essais proposés au jugement des gens de lettres, afin que les ouvrages puissent être ensuite repris et perfectionnés. Cette conception dynamique de l'écriture s'accorde très bien avec l'esprit du livre. Bien penser, ce n'est pas seulement bien conclure, c'est aussi savoir corriger. Une objection portée sur le titre. Certains auraient préféré l'art de bien raisonner. Les auteurs répondent que le mot « penser » est plus large et plus juste, puisqu'il embrasse toutes les opérations de l'esprit, les idées simples, les jugements, les raisonnements. Dire « art de penser », c'est donc indiquer que la logique ne se réduit pas à l'inférence déductive. Elle concerne toute l'économie de la pensée. La nuance est capitale. Bien raisonner viserait surtout la troisième opération de l'esprit. Penser englobe aussi concevoir et juger. Or, c'est précisément là que Port-Royal veut déplacer le centre de gravité de la logique.
Le titre dit donc déjà le programme. La logique est un art général de la pensée, non un simple code des déductions valides. L'objection la plus importante porte sur le mélange des matières. Pourquoi tant de bigarrures ? Pourquoi parler dans un livre de logique, de rhétorique, de morale, de physique, de métaphysique, de géométrie ? Ne vaudrait-il pas mieux une logique simple, nue, accompagnée d'exemples communs et élémentaires ? La réponse est centrale. D'abord, un livre n'est utile que s'il est lu. Une logique toute sèche, saturée d'exemples artificiels, viendrait seulement augmenter le nombre des manuels que personne n'ouvre. Mais surtout, et c'est le point décisif, la logique devient inutile quand on la sépare trop des sciences auxquelles elle doit servir. Les matières qu'elle traite sont abstraites. Si on les joint encore à des exemples sans intérêt, l'esprit ne s'y attache pas et les oublie aussitôt. Le remède consiste donc à joindre les règles à la pratique, la logique aux savoirs effectifs, afin que l'on apprenne à juger des sciences par la logique et à retenir la logique au moyen des sciences. C'est une thèse pédagogique extrêmement forte. On comprend mieux une règle abstraite lorsqu'on la voit à l'œuvre dans des contenus substantiels. La logique ainsi conçue n'est pas enfermée en elle-même. Elle est instrumentale au bon sens du terme. Elle sert à lire, parler, juger, écrire, discerner des matières variées. Les auteurs reconnaissent cependant que certains exemples de géométrie peuvent être difficiles pour des débutants, mais ils maintiennent leur emploi pour une raison très nette. La géométrie fournit des idées particulièrement claires et des propositions incontestables. Elle donne donc à la logique une matière exemplaire. Leur défense est très révélatrice. Une autre plainte concernait le fait que certains exemples de définitions défectueuses ou de mauvais raisonnements avaient été pris chez Aristote. Certains y voyaient un désir de rabaisser ce philosophe. Arnaud et Nicole répondent avec beaucoup de finesse. Il est plus utile de montrer des fautes réelles chez un grand auteur que l'inventeur de grossiers contre-exemples artificiels. D'une part, cela frappe davantage l'esprit, d'autre part, cela aide à se prémunir contre les erreurs là où elles risquent vraiment de nous atteindre, c'est-à-dire dans des doctrines célèbres et respectées. Le raisonnement est important. La fonction pédagogique d'un exemple de faute est d'être plausible et mémorable. Or, rien n'est plus instructif que de voir un grand esprit trébucher. Cela ne rabaisse pas nécessairement l'auteur. Cela montre au contraire que l'erreur est possible même chez les meilleurs, et qu'il faut donc exercer son jugement sans relâche. Les auteurs prennent parfois soin de préciser qu'ils ne veulent nullement dénigrer Aristote. Ils lui reconnaissent un esprit vaste, de nombreuses intuitions remarquables, et rappellent qu'une grande part des règles de logique viennent de lui. Ils disent même explicitement que c'est de lui qu'ils ont le plus emprunté. Mais ce respect n'implique pas soumission. Dès lors qu'il s'agit de sciences humaines fondées sur la raison, on ne doit pas asservir la raison à l'autorité contre la raison. L'autorité d'un philosophe mérite déférence lorsqu'il a raison, ou lorsqu'un large consentement humain impose de le traiter avec prudence. Mais la vérité n'oblige jamais à respecter l'erreur comme telle, et lorsqu'une doctrine est discutée par des personnes compétentes de part et d'autre, chacun peut librement déclarer ce qu'il approuve ou rejette. On touche ici à un point fondamental de l'esprit moderne, la liberté de jugement dans les sciences humaines. Port-Royal ne prêche ni l'irrévérence ni le culte de la nouveauté, les auteurs veulent une position médiane. Honorer les grands auteurs, connaître leurs raisons, mais ne pas les transformer en règle absolue du vrai. Le discours s'achève ainsi sur une distinction très nette. La raison ne trouve pas étrange d'être soumise à l'autorité dans les matières qui dépassent sa portée, c'est-à-dire dans l'ordre de la foi. Mais dans les sciences humaines, qui prétendent s'appuyer sur la raison, il est légitime qu'elles refusent d'être asservies à une autorité simplement humaine contre ce qu'elles voient. Cette distinction permet de comprendre l'équilibre propre à Port-Royal. La raison n'est ni souveraine en tout, ni soumise en tout. Elle a son domaine propre, où elle doit exercer librement son discernement. La logique n'est donc pas l'orgueil de l'esprit autonome, mais l'exercice réglé d'une raison consciente de sa dignité et de ses bornes. Chez Arnaud et Nicole, la logique cesse d'être une simple mécanique du raisonnement pour devenir un véritable art de gouverner l'esprit. Elle vise moins la correction formelle des conclusions que la formation d'un jugement attentif, net et libre. L'erreur n'y apparaît pas seulement comme une faute intellectuelle, mais comme un effet de précipitation, de vanité, de négligence ou de faux doute. C'est pourquoi la raison doit apprendre à tenir ensemble prudence et évidence. De là aussi le caractère très singulier de cette logique, qui ne s'enferme pas dans l'école, mais va chercher dans la morale, la rhétorique, la métaphysique, ou la géométrie de quoi exercer concrètement l'esprit à discerner le vrai. Merci d'avoir écouté Sobrecrate. À très vite pour la suite de notre exploration de Port-Royal. Dans le prochain épisode, on pourra entrer dans le cœur même de l'ouvrage, les idées, les mots, les jugements.
Cette thèse décisive selon laquelle la plupart de nos erreurs ne viennent pas tant de nos mauvais raisonnements que d'idées confuses et de jugements mal formés.